Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'expertise sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 29 juin. La France confrontée au risque d'un embrasement généralisé de ses quartiers de banlieue défavorisés. La mise en examen pour homicide volontaire et le placement en détention provisoire du policier ayant causé la mort de Naël n'ont pas suffi à calmer la colère. 40 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir, dont 5 000 en région parisienne. Violences urbaines, usage des armes par les forces de l'ordre, défiance entre jeunes et police, politique de la ville, beaucoup de thèmes à aborder dans notre premier débat dans une minute. Et puis pour notre second thème, on se demande comment lutter contre ces feux hors normes qui dépassent l'entendement. Quand je dis qu'il dépasse l'entendement, c'est qu'il dépasse les 1 hectare et qui forcément on se retrouve sur des 10, 20, 30, 100 hectares très rapidement et qui dépassent ce que j'appelle des feux à taille humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils prennent une telle intensité, une telle intensité en matière de température, c'est des centrales nucléaires qui se déplacent. Peut-on parler de méga-feux comme au Canada? Vont-ils se multiplier sous l'effet du réchauffement climatique? Nos moyens sont-ils adaptés à ces nouveaux risques? Alors que le Sénat a voté ce jeudi une loi pour renforcer la prévention des incendies, on débat du dispositif prévu pour cet été dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, retour sur une première nuit de violence urbaine qui a poussé le gouvernement à réagir en urgence. Flora Sauvage. Plus de 6 000 personnes ont participé à une marche blanche cet après-midi à Nanterre en mémoire de Naël, 17 ans, tué à bout portant par un policier suite à un refus d'obtempérer. Après 2 nuits d'émeutes, la crainte est grande au sein de l'exécutif de voir la colère se propager. Si mercredi, Emmanuel Macron a dénoncé un acte inexcusable de la part du policier, jeudi matin, le chef de l'État a convoqué en urgence une cellule de crise et a condamné les scènes de violence. Les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre le commissariat, mais aussi des écoles, des mairies, et donc au fond contre les institutions et la République. Et celles-ci sont absolument injustifiables. Face au risque d'embrasement, l'exécutif tente d'apaiser les esprits. Elisabeth Borne et ses ministres se sont rendus sur plusieurs points chauds des violences urbaines de la nuit dernière. De son côté, le parquet a demandé le placement en détention provisoire du policier incriminé. Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant 2 magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire du chef d'homicide volontaire. Âgé de 38 ans, le policier incriminé a été présenté à un juge et placé en détention provisoire. J'ai demandé au préfet de police, puisque le procureur de la République a communiqué, de suspendre administrativement le policier qui est en cause par cette affaire judiciaire. Mais je veux aussi dire qu'il a le droit, évidemment, comme tous les agents de la police nationale, comme tous les Français, à la présomption d'innocence. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le quadruplement des effectifs de police pour cette nuit. La circulation des bus et des tramways en Île-de-France sera interrompue à partir de 21h. Je vous présente tout de suite les invités de ce premier débat. Michel Auboin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien préfet, essayiste, auteur de ce livre « Le défi d'être français », un livre paru aux éditions des Presses de la Cité. Nathalie Segonde, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes journaliste, éditorialiste à L'Opinion. Et puis 2 de nos invités sont avec nous en duplex ce soir. Jean-Pierre Mignard, qui est avocat au barreau de Paris, maître de conférence à Sciences Po. Bonsoir, maître Mignard. Et puis également Philippe Rio, le maire communiste de Grigny dans l'Essonne. Merci d'avoir vous aussi répondu à notre invitation. Et j'accueille Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia, bienvenue à vous. Je commence avec vous, Jean-Pierre Mignard. Je rappelle que vous avez défendu les familles de victimes dans plusieurs affaires emblématiques, notamment la mort de Zied Ebouna, c'était en 2005, qui avait provoqué, on s'en souvient, 3 semaines d'émeutes, de violences urbaines. Est-ce que vous craignez le même embrasement généralisé ce soir ? Oui, parce que les conditions ne sont pas exactement les mêmes, mais les conditions sociales sont les mêmes. Même si l'événement est lui-même dramatique, puisqu'il y a un reproche de meurtre qui est fait à un fonctionnaire de police, néanmoins les conditions ne sont pas exactement les mêmes, car le gouvernement a réagi immédiatement en reconnaissant de fait la responsabilité potentielle, et même plus que cela,
du policier sur la considération des vidéos. C'était tout à fait différent pour les émeutes de Villiers-le-Bel et puis celle de Clichy. 4 morts, 2 enfants morts d'un côté, 2 enfants morts de l'autre, toujours dans une confrontation avec des policiers, et où on avait nié. C'est-à-dire que pendant une semaine, il y a eu une course-poursuite à Clichy qui a été niée pendant une semaine, alors que 17 fonctionnaires avaient été impliqués, directement ou indirectement, ce qui, effectivement, c'était le mensonge, qui heureusement d'ailleurs a été dévoilé par les services d'inspection de la police eux-mêmes, heureusement. Et puis à Villiers-le-Bel, c'était la même chose. Je précise que dans un premier cas, j'avais rencontré Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, place Beauvau, et dans un deuxième cas, il était devenu président de la République, il m'a demandé de venir avec les familles à l'Élysée pour trouver une solution, car on craignait le soir même une émeute beaucoup plus grave, on parlait d'armes, et c'est pour ça qu'il avait décidé, il était président de la République, il avait décidé de nommer un juge d'instruction, c'est d'ailleurs moi-même qui l'avais chargé de l'annoncer dans la cour de l'Élysée. Donc là, le gouvernement n'a pas la même position. Là, tout de suite, il dit, il y a une responsabilité, puis je vois d'ailleurs qu'un juge a été désigné tout de suite. Pour Clichy, il a fallu attendre une semaine et payer pour être effectivement plaignant et constitué partie civile. Donc, je pense que le gouvernement a pris acte de la gravité de la situation et décidé d'aller vite pour que le reproche ne lui soit pas fait d'avoir voulu nier les faits. Mais voilà, ça, c'est la différence. On y reviendra, je vous redonnerai la parole évidemment, Jean-Pierre Mignard, mais malgré tout, vous nous dites que le risque existe parce que finalement, le climat social ou les conditions sociales et sociétales sont réunies. Oui, sont les mêmes. Oui, Michel Auboin, ces émeutes dont on parlait avec Jean-Pierre Mignard, il y a presque 18 ans. Est-ce que ça veut dire que rien n'a changé? C'est-à-dire qu'un drame comme celui de Nanterre peut provoquer, que c'est presque systématique, les violences urbaines auxquelles on assiste. C'est presque systématique, mais c'est plus ancien que 2005. Parce bien sûr. Moi, j'avais travaillé sur le sujet à partir de 1995, dans le cadre de l'Institut des études de sécurité intérieure du ministère de l'Intérieur, qui à l'époque faisait encore des études, et on travaillait déjà sur les violences urbaines. La seule différence, c'est le contexte général qui a changé. C'est-à-dire qu'au début, on avait des violences urbaines avec des causes qui étaient les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la mort d'un jeune, mais ces violences étaient circonscrites à un quartier, parce qu'en fait, il y avait peu de liaison entre les quartiers. Puis en 2005, on a vu apparaître, à cause de la généralisation du téléphone portable, la contagion à l'ensemble des quartiers. Ce téléphone servant par ailleurs à toute une série d'autres choses que de téléphoner. Et enfin, cette fois-ci, on a des contagions encore plus rapides, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le téléphone portable qui fait la liaison, c'est évidemment les réseaux sociaux et bien TikTok sûr. En particulier. Bien sûr. Mais quand même, quand on se dit, effectivement, on aurait pu remonter beaucoup plus loin dans des épisodes de violence urbaine, donc ça fait des décennies que personne, c'est un collectif, je dis, il y a une sorte d'échec collectif face à cette situation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, puis en plus ça a été théorisé, c'est ça qui était assez étrange, parce que ça a été théorisé assez bien à l'époque, moi j'avais écrit des choses, mais c'est surtout une sociologue qui s'appelle Angelina Peralva qui avait théorisé ça sur le thème des violences de la mort, c'est-à-dire en fait les émeutes de la mort plus exactement, c'est-à-dire que dès qu'on a une mort d'un jeune du groupe, des jeunes du quartier, parce qu'il y a dans le quartier, il n'y a pas que les jeunes en groupe, il y a aussi d'autres jeunes. Mais bon, la mort d'un de ces jeunes, aussitôt l'émotion populaire de ces jeunes débouche sur des violences collectives. Et c'est systématique. Et même si la mort n'est pas causée directement par la police, parce que dans l'imaginaire collectif des quartiers, de toute façon, dès qu'il se passe quelque chose, c'est forcément la police qui est coupable. Bon là, évidemment, le lien est direct, mais c'est toujours cette émotion liée à la mort d'un jeune qui déclenche et donc il était évident qu'on aurait des émeutes et il était évident que celle-ci prendrait une ampleur considérable. De mon point de vue d'ailleurs, ça ne va pas s'arrêter demain. Écoutez, on le verra, on espère évidemment que ça puisse se calmer les uns et les autres. Nathalie Segonde, je voudrais vous entendre sur la première réaction d'Emmanuel Macron depuis Marseille. Il était au dernier jour de son triptyque marseillais, quand il parle d'un acte, je le cite, inexplicable et inexcusable. Est-ce que, pour vous, c'est quand même surprenant d'entendre ça aussi vite? Ça rejoint ce que nous disait Jean-Pierre Mignard dans la bouche d'un président de la République.
C'est concernant Emmanuel Macron et concernant ce sujet-là de la sécurité, c'est tout à fait inhabituel. Emmanuel Macron, sur ces questions de police, de sécurité, il a depuis le début, depuis son élection, essayé de conserver un en même temps. C'est compliqué sur les questions de sécurité, le en même temps, de ménager la chèvre et le chou. Là, il va très loin. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait les conclusions de l'enquête, qu'on sache ce qui s'est passé exactement, on a simplement les vidéos. C'est vrai qu'elles sont très parlantes, mais il va très loin, il donne raison, il est dans l'émotion. D'abord, ce qui est très rare chez lui. Et il donne quasiment raison à l'émotion populaire. Il est-ce qu'il le fait aussi, pardon de vous interrompre, est-ce qu'il le fait aussi en se disant ça peut apaiser et limiter l'embrasement dont on parle? Il appelle au calme, il le fait parce qu'il a peur, il sait très bien, il anticipe les violences qui peuvent découler et qui en ont logiquement découlé. Déjà la veille au soir, finalement c'est des violences. Il aurait pu réagir le mardi, il ne réagit pas le mardi. C'est-à-dire que c'est quand même le mardi soir, on a les vidéos déjà, on voit déjà que c'est un dérapage, qu'il y a de la violence policière, et il ne réagit pas. C'est les émeutes dans la nuit qui le font sortir du bois en quelque sorte. Et donc c'est la crainte. C'est la crainte de l'embrasement. D'ailleurs, son entourage le disait. C'est pourvu que ça ne s'embrasse pas de nouveau ce soir et que ce soit pas encore. Moi, ma conviction, c'est que c'est ça d'abord qui le fait réagir. Après, je pense que c'est pas anodin quand Mbappé tweet « J'ai mal à ma France » Omar Sy. Il est sensible à ça. Enfin, c'est des gens dont il se veut proche. Ce sont des leaders d'opinion qui peuvent. C'est des leaders d'opinion. Il connaît leur impact sur la jeunesse. Lui-même, quand il va chez Brut en 2020, il reconnaît, il dit le mot, si ça vous fait plaisir, je peux parler de violence policière. C'est-à-dire que quand même, il est perméable à l'émotion de la jeunesse. Philippe Rio, je me tourne vers vous une première fois dans ce débat. Alors, on vous avait invité sur ce plateau, mais comme tous les maires de banlieue parisienne que nous avons contactés, et on le comprend très bien, vous avez préféré rester dans votre ville. C'est aussi, je trouve, révélateur de cette tension qui règne encore ce soir. Comment ça se passe à Grigny? Qu'est-ce que vous avez mis en place? On a appris il y a quelques minutes que, par exemple, la mairie de Clamart annonçait un couvre-feu depuis ce soir jusqu'à lundi matin. Vous êtes dans quel état d'esprit? Dans un état d'esprit de responsabilité envers nos concitoyens, d'assurer une sécurité, une tranquillité publique dans un contexte extrêmement difficile de révolte. Et donc avec les services publics locaux, avec le tissu associatif qui est une composante extrêmement importante, avec nos réseaux, je pense aux mamans des quartiers, nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas du pire dans cette période instable, incontrôlable. Et donc, nous travaillons depuis d'arrache-pied avec l'ensemble des services publics locaux, les associations, pour que le pire n'arrive pas. Donc, on est mobilisés avec l'ensemble des partenaires. Nous sommes des maires casque bleu dans cette période, des élus locaux casque bleu où on fait tantôt maire pompier, tantôt maire médiateur, tantôt maire pacificateur, d'amener de la raison dans une période où il n'y en a pas. Et en même temps, nous nous questionnons sur le pourquoi de tout cela. Et si vous me permettez, 4 points sur les premières interventions. Monsieur Thomas Hugues, vous avez dit que ce sont les banlieues qui s'embrasent. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des villes pour lesquelles il n'y a aucun quartier politique de la ville, aucun quartier populaire, pour lesquels il y a eu des feux de poubelle, des tirs de mortier et des arrestations dans des villes dites bourgeoises. Ça, c'est un fait nouveau par rapport à 2005. Maître Mignard a eu raison de dire que le grand élément nouveau entre 2005 et aujourd'hui, c'est ça, c'est cet outil-là, les réseaux sociaux. Et nous avons eu quasiment en direct les images que nous n'avions pas eues dans les périodes de 2005 et 2007, où effectivement, il y a eu de l'atermoiement. On a essayé de cacher les choses. Là, ça a explosé. Et je peux vous assurer que ça circule de manière extraordinaire. Deuxième élément, les conditions sociales sont quand même différentes. Les inégalités et l'injustice a explosé entre 2005 et aujourd'hui. J'en veux pour preuve le taux de pauvreté dans une ville comme Grigny, qui est aujourd'hui de plus de 50%. Ce n'était pas le cas en 2005. Et M. Auboin, qui a œuvré sur le territoire et qui connaît bien ma ville,
a découvert des situations sociales qui sont bien pires que celles de 2005. Donc, on a la poudrière, le volcan était... nous vivons sur des volcans et des poudrières et parfois il y a des éruptions incontrôlées. C'est le cas aujourd'hui et je voudrais remercier la justice. Certes, la justice n'a pas une baguette magique pour faire face à l'apaisement nécessaire et indispensable. Par contre, la justice a pris une décision très claire aujourd'hui. Elle ouvre une information judiciaire sur homicide volontaire et détention provisoire. C'était attendu. La justice a pris son temps. On pensait que les annonces allaient être plus rapides, mais elle a pris la décision aujourd'hui. Et je trouve que la justice est à saluer aujourd'hui. C'est extrêmement responsable dans la situation dans laquelle nous sommes. Je tiens à la saluer. Oui, je vous redonnerai la parole, évidemment. Vous restez avec nous pendant tout ce débat. Philippe Rio, ce qui est visé lors de ces émeutes, ces violences urbaines, ce sont des symboles de l'État ou des collectivités locales. On peut élargir un petit peu. C'est ce qu'expliquait ce matin sur France Inter la porte-parole du ministère de l'Intérieur. On écoute Camille Chaise. Pour vous donner un exemple, à Paris, il y a eu des tirs de mortier contre la brigade qui s'occupe des sans-abri, qui est une brigade de la préfecture de police. Donc c'est pas seulement des symboles de l'État, c'est vraiment finalement tous les services publics, même ceux à destination des plus démunis, qui ont été touchés. Il ne faut pas chercher forcément de symboles derrière tout ça, c'est vraiment des émeutes, de la violence. Pour le ministre de l'Intérieur, avec ces violences, je le cite, les professionnels du désordre sont à l'œuvre. Jean-Pierre Mignard, je voudrais vous entendre sur cette phrase de Gérald Darmanin. Les professionnels du désordre sont à l'œuvre. Est-ce que la colère qui s'exprime, j'anticipe un peu votre réponse, c'est seulement les professionnels du désordre ? Non, bien sûr. Puis d'abord, qu'est-ce que c'est que les professionnels du désordre ? Il y a effectivement des personnes et même des personnalités qui portent un regard sévère et des jugements très critiques sur l'inaction des pouvoirs publics depuis très longtemps. Monsieur le préfet a raison. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous savons très bien que nous avons laissé s'installer avec le temps, avec de multiples politiques qui n'ont pas, loin de là, donné toujours le résultat qu'on attendait, des ghettos sociaux, et qu'une partie de la population française, donc les jeunes qui sont dans ces quartiers, sont, si vous me le permettez, des parias. Donc tout ce qui vient de là est inquiétant, tout ce qui vient de là peut être dangereux, et notamment lorsqu'il y a des questions de confrontation avec les services de l'État, mais c'est surtout avec les services de police, et que ce soit juste ou injuste, la tentation est toujours de montrer du doigt les parias et de donner toujours raison a priori aux services de police. Je peux le comprendre. Les policiers sont sous serment, sont des fonctionnaires de l'État. Mais en face, on a des jeunes gens, dont beaucoup d'ailleurs sont nos concitoyens. Ce sont des parias pour qui ? Pour une grande partie de la population. Pour bien sûr une grande partie de la population. Excusez-moi, madame, mais il y a un grand parti politique en France, qui s'appelle le Rassemblement national, qui fait sa campagne et ses fortunes sur cette question. Je n'invente rien. Donc nous avons même une structuration de notre vie politique qui se fait sur ce sujet. Deuxièmement, il y a un certain nombre de syndicats de police, pas tous, les syndicats qui sont plutôt sur une conception sécuritaire de leur travail, qui considèrent en effet que c'est une situation de quasi-guerre ou d'un face-à-face conflictuel extrêmement violent entre eux et les services de police. Tous les syndicats de police ne sont pas sur cette position. Si j'écoute de temps en temps l'UNSA, la CGT Police ou la CFDT Police, ils ne disent pas ça. Mais les plus importants disent ça. Et pour un certain nombre de leurs dirigeants, ils sont en effet liés à des courants politiques très sécuritaires. Donc, voyez où nous en sommes. Il faut faire très attention, et j'en ai terminé, parce que nous pouvons avoir des embrasements. Je pense que c'est M. Duhamel qui disait l'autre jour, nous sommes vers une américanisation de notre situation politique. Ce n'est pas totalement faux. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les États-Unis. En 1965, on a à la suite effectivement de meurtres de cette nature, un embrasement dans la ville de Watts. C'est là où les jeunes disent « burn, baby, burn », et où d'ailleurs le président Johnson est obligé d'envoyer une division blindée. C'est énorme, de la garde nationale. Faisons attention à ça, parce que je veux vous terminer, je veux vous répondre complètement. Il y en a qui rêvent dans notre pays de la militarisation de l'action publique dans les quartiers, de la militarisation. Je vous interromps, voilà, parce que sinon plus personne n'aura le temps de parler. Je vous interromps, Jean-Pierre Mignard, et je vous donnerai la parole sans faute. Michel Auboin, y a quand même, ce sont des symboles de l'État qui sont visés depuis de nuit et qui le seront malheureusement sans doute encore cette nuit. Des symboles de l'État, des symboles de la France, comment vous analysez ça ?
Moi, j'ai pas de... Enfin, je pense pas qu'il y ait un message politique derrière ça, quoi. Pour fréquenter beaucoup de ces jeunes, et Philippe Rio l'a rappelé tout à l'heure, je vois pas de message politique. C'est pas l'État qui vise, c'est globalement tout ce qui appartient aux institutions. Alors évidemment, le premier de leur adversaire, c'est la police nationale, et ça depuis toujours, pour différentes raisons, parce que et donc ils s'en prennent. Ensuite, après la police, il y a les pompiers, parce que les pompiers sont en uniforme, et puis il y a tous les gens qui rentrent dans le quartier, parce qu'après tout, quand on n'est pas du quartier, on est un étranger. Et là, ils attaquent ce qui leur paraît être des institutions, mais en fait, sans qu'il y ait de raison particulière, jusqu'au point, parce que quand même, il y a deux éléments nouveaux, c'est les mairies. Donc jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. On a eu beaucoup d'attaques de commissariats par le passé, mais de mairie, ce n'était pas le cas. Et puis, on a pris un tribunal. Alors ça, c'est assez... Les écoles primaires ? Oui, mais les écoles primaires, malheureusement, depuis le début, c'est toujours comme ça, quoi. Donc, on a toujours les écoles publiques. En fait, on a tous les éléments qui servent aux jeunes ou qui ont servi aux jeunes eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a du mal à trouver une rationalité. Moi, je pense que c'est l'émotion d'abord qui les submerge avant... et les professionnels du désordre ? Je crois pas du tout à ça, parce qu'il n'y a pas d'organisateur. Il n'y a pas d'organisateur. Non, mais il y a une banalisation de la violence quand même. Ah non, mais il y a aujourd'hui une plus grande violence qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, etc. Tous les indicateurs le montrent. Donc il y a une plus grande violence dans la société, dans les quartiers, mais dans la société en général. Donc ça, c'est assez évident. Et puis par ailleurs, on a une génération nouvelle, parce que celle-là, c'est la génération des enfants de ceux de 2005 quand même. Et donc on a une génération nouvelle, plus aguerrie, plus violente, plus irrationnelle, et organisée par les réseaux sociaux, et sans doute les jeux sur les réseaux sociaux, qui les mettent tous en réseau. Donc voilà, une génération nouvelle. Oui, alors vous parliez les uns et les autres évidemment de ces images qui tournent en boucle sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. Pour l'avocat Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, finalement, elles font que ces violences urbaines sont inéluctables. On l'écoute. C'était inéluctable parce que cette mort donnée représente une violence terrible, et que tous ces jeunes qui aujourd'hui se soulèvent ont un sentiment de fraternité avec celui qui a été tué. Il y a une solidarité de corps, je dirais, de toute la jeunesse, de toute cette jeunesse défavorisée qui dit on vient de tuer l'un d'entre nous. Et donc il y a d'abord un sentiment de tristesse, de chagrin, mais il y a aussitôt un sentiment de révolte qui naît inéluctablement. On ne peut pas l'éviter, tant cette mort paraît brusquement sur les écrans et paraît injuste. Philippe Rio, cette solidarité de corps dont parle Maître Leclerc, est-ce qu'elle s'exprime chez les jeunes de Grigny? Et puis au-delà de ça, parce que j'entends les réactions des uns et des autres, mais est-ce qu'elle justifie la violence? Parce que tous les habitants de ces quartiers ne sont pas en train de mettre le feu à des poubelles ou à des autobus. Il y a chez les jeunes et chez les parents effectivement une fraternité lorsque l'on ôte la vie de manière injuste à un enfant. Et donc, dans le rassemblement de cet après-midi, des collègues élus y étaient, des responsables associatifs y étaient, et il y avait beaucoup d'adultes qui disent stop à tout cela. Moi, je crois qu'il est temps que le drame que nous vivons nous invite à repenser la doctrine policière en France. C'est le sujet numéro 1. Ne nous cachons pas. La doctrine policière née de 2008 du Karcher est aujourd'hui au bout d'un cycle. Nous devons avoir l'intelligence collective et la force politique d'apporter un nouveau débat sur quelle doctrine de maintien de l'ordre, qui est d'ailleurs décriée à l'international. On va en reparler, Philippe Rio. Pardon de vous interrompre. C'est toujours un peu plus compliqué quand on est en duplex d'interrompre un invité, donc je m'en excuse. Mais on voit pendant que vous nous parlez les images de cette marche blanche à Nanterre, qui était aussi une marche de la révolte. Ce sont les termes qui ont été employés par la maman de Naël. Et malheureusement, cette marche, elle s'est terminée par des heurts, des violences. Je répète ma question, tous les habitants de vos quartiers, de ces quartiers, n'ont pas envie de mettre du feu aux poubelles ou aux autobus. Et vous nous dites changeons la norme et l'usage de l'arme par les policiers. Il y a aussi d'autres questions qui se posent ce soir. Peut-être, mais moi, ma réponse, c'est de vous dire que notre pays doit penser une autre doctrine policière
pour que cela ne se reproduise plus. Et si vous voulez m'entendre dire que dans les quartiers populaires, il y a des gens qui réfutent cela et qui ont peur pour les enfants et qui retiennent leurs enfants chez eux parce qu'ils ont peur de cet embrasement, je vous le confirme, monsieur. Il y a des enfants qui ont peur de la situation, il y a des parents extrêmement mobilisés, et puis il y a des groupes qui, à 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, font ce qui est en train de se faire. Mais je vous confirme qu'hier, lorsque j'étais dans ma ville, entre 10h du soir et 2h du matin, j'en ai rencontré qui condamnaient le fait que des bus soient brûlés parce que ça pénalisait leurs parents le matin et le soir. Certains avaient peur que leurs écoles, dans lesquelles ils ont appris énormément de choses, pour lesquelles ils ont un profond respect, pour les enseignants qu'ils ont rencontrés, ils ne veulent pas que ça crame, ils ne veulent pas que leur gymnase, dans lequel ils ont rencontré un éducateur ou une éducatrice qui leur a aidé à franchir les obstacles de la vie, ne brûle pas. Donc oui, monsieur, ça existe, mais on l'a toujours dit, et c'est une réalité. Je vous ai un peu poussé à le dire, parce que sinon on a l'impression que tout le monde est dans le même sac et qu'on trouve des excuses à tout le monde. Je ne pense pas qu'on puisse laisser dire une chose pareille. Bref, je vois que Jean-Pierre Mignard me fait les grands signes, donc je vous donne la parole. Une réponse, une intervention assez courte, il y a encore beaucoup de thèmes à aborder. Je suis d'accord avec M. Riot, parce que là nous avons une discussion, alors j'exclus M. Riot qui est sur le terrain, mais une discussion de bourgeois, tranquille, sur un plateau très agréable, avec des gens qui s'écoutent et qui sont plaisants. Vous savez, la question de la violence, c'est pas qu'elle se justifie, c'est que c'est un fait social. Il est réel. C'est-à-dire que dans des circonstances données, un groupe social composé de jeunes va réagir inévitablement par la violence. Donc la question, monsieur Hugues, ce n'est pas que la violence soit justifiée, c'est comment on gouverne pour prévenir la violence. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce dont on va parler tout de suite. Vous m'offrez la transition idéale parce que Laetitia, on va s'intéresser à la réaction de l'exécutif et notamment à ce risque d'embrasement généralisé, puisqu'on en est là. L'embrasement, il a déjà eu lieu. Là, on parle d'un risque d'embrasement généralisé. Juste avant de commencer mon édito, je dois préciser qu'on est tous aujourd'hui sur un plateau. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas allé sur le terrain en banlieue faire de nombreux reportages auparavant. Allez, c'est pas très grave. Alors, c'est Emmanuel Macron qui a donné en fait le là de la communication gouvernementale ce matin dans un tweet aux alentours de 10h. Alors, il change de ton lui aussi après avoir... c'est vrai, vous l'avez rappelé, Nathalie Segonne condamné les conditions de la mort du jeune Naël. Cette fois, il condamne les violences qui ont été perpétrées les nuits dernières dans les quartiers des grandes villes de France. Et il donne ouvertement son soutien aux garants de la République. Regardez, vous allez comprendre. Regardez ce tweet. Les violences contre des commissariats, des écoles, des mairies, contre la République sont injustifiables. Merci aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers et aux élus mobilisés. Le recueillement, la justice et le calme doivent guider les prochaines heures. Et c'est exactement ce message de la République attaquée qu'on va retrouver ensuite dans la bouche des ministres qui ont été déployés sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur, par exemple, Gérald Darmanin, lui, s'est rendu à Tourcoing, dans une école primaire, incendiée cette nuit. Et sans surprise, donc, lui aussi en a appelé à la défense de la République. Écoutez. C'est pas la République qui va reculer, c'est pas la ville de Tourcoing qui va reculer, c'est les voyous qui vont reculer. Mais faire ça, c'est dégueulasse. Et puis ça me touche profondément. Parce qu'on voit bien que ceux qui font ça, ils le font sans doute pour atteindre le cœur de la République. Le message est toujours le même. Les mots sont après propres à chaque ministre. Dégueulasse, c'est vraiment le vocabulaire de Gérald Darmanin dans la lignée d'un Nicolas Sarkozy, par exemple. Dans le gouvernement, il y avait aussi Éric Dupond-Moretti qui s'est rendu dans la prison de Fresnes, qui a été attaqué cette nuit. Le ministre de la Justice a tenu à apporter son soutien au personnel pénitentiaire qui était visé cette nuit. Et il en a profité lui aussi à son tour pour faire passer un message à ceux qui, selon lui toujours, alimentent un climat anti-police et anti-justice. On l'écoute. Ce qui est important, c'est que le calme revienne. Et je veux également redire que certains irresponsables, depuis des mois, utilisent des formules et des mots qui tentent à discréditer la police et la justice. Et ils ont pour moi une responsabilité morale dans ce qui arrive aujourd'hui. Dégrader une prison, une mairie, un commissariat de police, un tribunal,
c'est dégrader des lieux qui nous appartiennent tous. Un mot de communication politique, l'Élysée a choisi quel ministre allait sur le terrain? Oui, évidemment, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin étaient les premiers concernés. En revanche, pour le reste du gouvernement, alors ça c'est une information off, comme on dit, c'est informel, une consigne a été donnée plutôt de réduire les déplacements. Pourquoi? Pour ne pas surmobiliser les forces de police et également pour ne pas non plus trop se montrer trop fanfaronné, entre gros guillemets, ne pas donner le bâton pour se faire battre. Et donc, pour l'instant, c'est plutôt mezzo voce côté gouvernement. Et ça ne vaut pas, évidemment, pour la Première ministre. Et non. Alors, il y a eu une grande réflexion. Cette nuit, je peux vous dire que ça a beaucoup réfléchi entre Matignon et l'Élysée parce que demain est prévu un comité interministériel à Chanteloup-les-Vignes. Sur la politique de la ville. Et oui, autour d'Elisabeth Borne, une dizaine de ministres quand même avec la Première ministre. Donc, ça a vraiment beaucoup cogité là cette nuit. Est-ce que oui ou non on maintient ce déplacement? Est-ce que oui ou non le contexte est favorable? Est-ce que oui ou non c'est trop risqué? Et finalement, il a été décidé cet après-midi de maintenir ce comité interministériel. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire, c'est le communiqué qui le dit, il est nécessaire de pouvoir échanger sur les événements actuels. Donc la Première ministre va prendre la parole et de présenter les mesures que présente le gouvernement. Merci beaucoup Laetitia. Nathalie Segone, effectivement, est-ce qu'on sait est-ce qu'il peut y avoir des annonces importantes demain dans ce comité interministériel des villes? Personnellement, je n'y crois pas. Oui. Le problème Monsieur le maire a raison, c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de doctrine de la police et que ce sujet-là, en fait, personne n'y a réfléchi depuis le début du premier quinquennat. On a tous réfléchi, on a fait des émissions entières après le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Non, mais je parle du gouvernement. Les conditions je parle du gouvernement, il n'y a pas eu de réflexion. Sur cette... depuis l'abandon de la police de proximité, de plus en plus, on est allé dans une confrontation. Il y a la radicalité des jeunes qui s'est renforcée, mais il y a une politique qui est uniquement basée sur la répression dans les quartiers. Et donc, ça ne peut que être de plus en plus conflictuel. Et il n'y a jamais eu de réflexion au sein de l'exécutif sur ces sujets-là. Et à chaque fois, la politique d'Emmanuel Macron a consisté à donner toujours plus de moyens à la police qui en demande toujours plus pour les rassurer. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est que Macron essaie de tenir les deux bouts de la chaîne, mais les gilets jaunes... Au moment de la crise des Gilets jaunes, la police a été le dernier rempart pour Emmanuel Macron. Il a eu peur pour sa vie. Et ce jour-là, la police aurait mis l'arme au pied. Et on ne sait pas ce qu'il en serait devenu. Souvenez-vous des violences et des Gilets jaunes qui allaient le chercher à l'Élysée. Il a besoin de la police. Il a encore eu, après la réforme des retraites, il a eu besoin de la police pour pouvoir aller dans les provinces, rencontrer des habitants. Sans une protection policière, il ne pouvait pas. Souvenez-vous des casserolades. Donc, il est pris en étau, en quelque sorte, entre cette nécessité d'avoir la police à ses côtés, qui le protège, qui protège les institutions, mais lui aussi et son gouvernement, et les critiques sur le côté répressif, dictateur, renforcé par le 49.3, etc. Et là encore, cet événement apporte du moulin à ce discours. Il y a une décision, une action politique qui est possible. Elle ne sera certainement pas annoncée demain, parce que ce ne sera pas le lieu par la Première ministre, mais c'est autour de la loi Cazeneuve, de 2017 sur l'usage des armes par les policiers et les gendarmes. Et on en parle beaucoup, on a consacré une chronique entière à ce thème hier dans l'émission, qui prévoit notamment, dans le cas d'usage des armes, le refus d'obtempérer à condition qu'un policier ou un gendarme soit mis en danger. La première analyse des images des vidéos hier nous montre qu'a priori, les policiers n'étaient pas en danger. Est-ce que pour vous, Michel Auboin, il faut revoir cette loi parce que finalement, elle donne une espèce de blanc-seing aux policiers et trop d'usage des armes par les policiers? Les policiers ont obtenu ce droit parce que les gendarmes l'avaient déjà. Et les gendarmes ne l'ont jamais perdu.
c'est assez difficile d'y répondre, parce que si en même temps, c'est en fait assez difficile de remettre en cause le rôle de nos institutions de sécurité dans notre société, qui devient quand même de plus en plus compliqué à gérer, quoi. Il faut faire très attention à ça. Qu'il y ait des actes individuels inappropriés, c'est clair. Que la doctrine en matière de maintien de l'ordre, hein, je ne parle pas de ce qui s'est passé là, ait été à revoir après le gilet jaune, j'étais le premier à le dire sur des plateaux, donc je suis d'accord. Dans le cas précis, il va falloir réfléchir 2 fois quand même pour décider de nouveau des conditions d'ouverture du feu. Parce qu'il arrive aussi, il ne faut pas l'oublier, que des conducteurs sans permis roulent à tombeau ouvert dans des villes et finissent par tuer des enfants ou des personnes âgées. Ça arrive, les cas vous en connaissez. Donc si la police n'a aucun moyen d'intervenir, puisque de toute façon les refus d'obtempérer sont quand même très, très nombreux, ça va être assez compliqué ensuite d'expliquer que ces phénomènes sont naturels et que c'est de la faute à pas de chance si on peut se faire écraser par une voiture de ce type, quoi. Donc moi je pense qu'il faut comme y réfléchir beaucoup. Ça n'empêche pas de réfléchir, hein, mais il faut y réfléchir longuement. Ouais. Jean-Pierre Mignard, vous voulez réagir, un mot là-dessus? Ah, on ne vous entend pas. On a perdu le son. Est-ce qu'on peut le récupérer, Jean-Pierre Mignard, sur l'usage... Je suis d'accord avec Monsieur le Préfet. Alors, je suis tout à fait d'accord. On n'est pas obligé de revoir toute la loi, mais c'est notamment le 5e alinéa, le 4e alinéa qu'il faut revoir. Il y a une phrase qui est totalement incompréhensible. Alors, si elle est totalement incompréhensible, je pense que les policiers et fonctionnaires doivent avoir du mal eux-mêmes à interpréter le texte. Le texte, il est fait pour les aider à bien travailler et à ne pas commettre d'écart. Je vois, et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans la fuite des atteintes à leur vie ou leur intégrité physique. Comment peut-on imaginer se servir d'une arme contre des personnes pour les protéger des atteintes à leur vie et à leur intégrité physique? C'est idiot. Donc il faudrait tirer dessus pour les protéger d'une atteinte. Alors oublions cette partie du texte, je vois, ou à celle d'autrui. Je crois que c'est là que c'est important. Là, on comprend très bien qu'on peut faire usage d'une arme. Mais il faut dire dans ce cas-là que le danger doit être imminent. Il doit être évident et imminent. Voilà. C'est-à-dire que dans d'autres cas, tant pis, on laisse filer la voiture, on prend l'identification et tôt ou tard, on retrouvera. Mais il faut effectivement que le cas soit réduit à la protection d'autrui, dommage imminent et évident. Voilà. Ça peut aider en effet les policiers à ne pas commettre ce type d'acte et à protéger les gens et à protéger des conducteurs qui le méritent. Il nous reste 7 minutes dans ce débat et je voudrais qu'on les consacre à la politique de la ville. Et d'abord, je propose à Tam Tranui de nous rejoindre. On va parler du président de la République, Emmanuel Macron. Bonsoir Tam. Quelle est la relation d'Emmanuel Macron, on va dire, aux banlieues depuis le début de son premier quinquennat? Alors Emmanuel Macron et les banlieues, c'est au départ une histoire qui semble bien partie. Retour au 16 novembre 2016. Il est encore le jeune ex-ministre de l'économie que personne ne voit élu. Et il choisit la ville de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, pour faire sa déclaration de candidature. À l'époque, le discours de candidat d'Emmanuel Macron parle d'émancipation, parle de lutte contre l'assignation à résidence. C'est un discours qui fait mouche en banlieue. Emmanuel Macron apparaît jeune, énergique, il est populaire en banlieue et il en joue, par exemple, avec cette image. Penalty un peu litigieux marqué à Sarcelles, au milieu des enfants du quartier qu'on le voit l'ovationner. Nous sommes en avril 2017 et l'image est tweetée par son équipe de campagne et reflète la popularité d'alors d'Emmanuel Macron et l'espoir qu'il suscite. Cet espoir qui sera douché un an plus tard avec l'abandon du plan Borloo. 22 mai 2018, changement de décor. On est sous les ors de l'Élysée et le plan de Jean-Louis Borloo a droit à un enterrement de première classe avec une phrase polémique qui marquera les esprits. Quelque part, ça n'aurait aucun sens que 2 mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. À l'époque, Jean-Louis Borloo, qui a été l'auteur 13 ans plus tôt d'un grand plan banlieue sous Jacques Chirac, a été mandaté par Emmanuel Macron. Au bout de plus de 6 mois de travail, il remet un plan avec 19 mesures, un budget de près de 50 milliards d'euros. Mais Emmanuel Macron n'appliquera pas ce plan aux grandes dames des maires de banlieue. À la place, il préfère empiler les mesures, les dédoublements des classes de CP en REP+, la généralisation des emplois francs, la mise en place des quartiers de conquête républicaine, etc. Des mesures
concrète, mais pas de vision et surtout pas d'affichage d'une grande ambition pour les quartiers. Il y a un autre indice, il n'y avait pas de ministre de la ville au début de son premier quinquennat. Et oui, pendant 18 mois, au début du premier quinquennat, la politique de la ville n'a pas de ministère dédié. Elle est englobée dans le ministère de la cohésion des territoires qui est porté successivement par, très éphémèrement, par Richard Ferrand, puis par Jacques Mézard. Et puis c'est seulement le 16 octobre 2018, sous la pression des maires, des associations d'élus, que Julien Denormandie est nommé ministre chargé de la ville et du logement, suivi par Nadia Hay. Aujourd'hui, c'est Olivier Klein qui porte ce sujet. Lui a été maire de Clichy-sous-Bois pendant une dizaine d'années. C'est un vrai spécialiste des quartiers. Il a lancé au mois de mars une commission chargée du futur de la politique de la ville. Et notez que demain va avoir lieu le comité interministériel sur la politique de la ville. Elisabeth Borne, 10 ministres sont attendus à Chanteloup-les-Vignes, cette ville qui en 2019 avait été le symbole de la guerre des gangs après l'incendie d'un chapiteau qui avait le surnom de Chicago en Yvelines. La première ministre doit y faire des annonces pour les quartiers populaires en prenant en compte le contexte de tensions actuelles. Merci Tam Tranui. Alors je reviens vers vous, Philippe Rio. Vous avez beaucoup réagi pendant la chronique de Tam. Ce comité interministériel, est-ce qu'on peut encore en attendre quelque chose après l'abandon du plan Borloo en 2018 ? Le plan Borloo est le fruit d'une mobilisation et d'un appel, l'appel de Grigny, où nous avons réuni plus de 1000 personnes, des responsables associatifs et tout l'échiquier politique. Et nous avons travaillé d'arrache-pied sur... Et permettez-moi de donner le nom exact du rapport Borloo. Vivre en grand, vivre ensemble la République pour une réconciliation nationale. C'est cette ambition qui a été mise à la poubelle le 22 mai 2018. Et pour rattraper le coup, le gouvernement a fait, et c'était avec Jean Castex, à Grigny, en janvier 2021, un comité interministériel à la ville, co-construit avec les élus locaux et avec les associations, un peu à l'arrache, en période Covid, mais nous avions co-construit. Aujourd'hui arrive un CIV, et pour moi, les informations, cela ne se déroulera pas à Chanteloup-les-Vignes, mais plutôt à Matignon. Et deuxièmement, la co-construction a été extrêmement limitée. Et donc, je ne crois pas que ce CIV puisse permettre, sauf s'il ouvre de nouvelles perspectives, l'autre dimension, c'est-à-dire que la force d'une nation, c'est sa cohésion. Et si on doit revoir la doctrine policière en France, on doit revoir aussi notre doctrine en matière de cohésion sociale de manière forte, puissante, durable, agile, avec celles et ceux qui font la République tous les jours, c'est-à-dire aussi les gens de terrain. C'était ça le sens du rapport Borloo, qui est un rapport très collectif, que nous, je crois, nous devons retrouver, en tout cas dans sa vision et dans son ambition politique. Michel Auboin, on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure, des plans banlieue, on en a vu pas mal quand même depuis quelques décennies. Pourquoi ça n'a jamais vraiment marché, d'après vous? Parce qu'il n'y a pas eu assez de moyens mis en œuvre, ou alors c'est pas une question d'argent? On a mis beaucoup d'argent, donc on a mis beaucoup d'argent. Simplement, on a eu une longue... On a à l'origine une petite erreur de perspective qui est la question de l'urbanisme. Parce que pendant longtemps, on a cru que tout ça était lié au type d'habitat, de construction. Vous êtes détruire les barres d'immeubles. Et donc, on a beaucoup détruit. À Grigny, on a fait des choses excellentes d'ailleurs. On a beaucoup rénové, etc. Donc, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas vraiment parce que ça n'enlève pas les difficultés de la population qui vit là. Même dans de très beaux immeubles, à la Grande Borne, où je vais de temps en temps, les choses... les immeubles sont très beaux et tout est réussi. Sauf que ce sont les mêmes gens avec les mêmes difficultés qui vivent. Et par ailleurs, depuis, les quartiers se sont multipliés, les difficultés se sont multipliées. On a des difficultés particulières aujourd'hui, d'ailleurs, le président de la République l'a dit à Marseille, avec les copropriétés dégradées. Donc Philippe Rio connaît ça par cœur, parce que c'est à Grigny que se situe la plus grande copropriété d'Europe. Et donc on a comme ça toute une série de difficultés sociales qui sont pas traitées à temps d'une certaine façon. Donc la politique de la ville est toujours un peu en retard par rapport aux réalités sociales. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Michel Auboin, le titre de votre livre, Le défi d'être français, qui est donc publié aux presses de la Cité. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat.